Je suis heureux de vous accueillir ici. Installez-vous confortablement pour écouter. Écrivez dans les commentaires votre pays et votre ville d'origine. C'est toujours intéressant de voir notre géographie commune. Je vous souhaite une écoute paisible, mais pas facile. La matinée dans la ville commence avec le tissu. Dans la rue étroite entre les boutiques, les volets sont déjà ouverts, les serviteurs sortent les coupons enroulés et les suspendent à des crochets sur les bords des portes. La laine, le lin et le tissu grossier sont suspendus en bas, à hauteur des mains. Plus haut, on trouve les tissus lisses et lourds qui brillent d'un éclat terne. Le soleil se lève à peine qu'une citadine adulte vêtue d'une robe soignée, mais peu coûteuse, s'est déjà arrêtée devant une boutique. Sa main se tend vers une bande de soie lisse comme de l'eau, d'un bleu profond. Le tissu est juste assez transparent pour laisser voir la doublure épaisse, mais pas le corps. Elle presse un instant le bord contre sa manche, essayant du regard comment cela lui ira sur le chemin de l'église. À ce moment-là, 2 personnes apparaissent dans la ruelle, un fonctionnaire municipal et un scribe. Ils ne regardent pas son visage, ne lui demandent pas son nom. Leur regard glisse sur l'ourlet, les manches, les broderies. Dans les registres municipaux, ces personnes ne sont pas nommées. Elles sont enregistrées comme celles qui portaient des vêtements au-dessus de leurs conditions. Dans l'imaginaire populaire, le passé apparaît soit comme une fête incontrôlée des tissus, soit comme une masse pauvre et grise. Dans une version, tous ceux qui le pouvaient portaient ce qu'ils voulaient et seuls les inquisiteurs s'intéressaient à l'âme et non aux vêtements. Dans une autre, le peuple aurait porté éternellement des chemises de toile grossière et toute discussion sur le luxe ne concernerait que les chroniques de la cour. Les ordonnances municipales austères sur l'habillement, les procès-verbaux de confiscation, les registres des amendes et les dénonciations contredisent ces 2 images. Ils montrent comment les villes et les royaumes européens de la fin du Moyen Âge apprennent à réglementer littéralement le corps visible, non pas en tant que biologie ou moralité, mais en tant que symbole de l'ordre social. Les lois sur le luxe, c'est ainsi que les historiens appellent l'ensemble des normes interdisant à certains groupes d'adultes de porter des tissus, des couleurs ou des bijoux spécifiques. Les autorités les expliquaient de différentes manières. Certains statuts mentionnaient la lutte contre la vanité et la tentation, d'autres la protection de la production locale contre les importations coûteuses. Mais en fin de compte, tout se résumait à un schéma très simple. Si votre apparence dans la rue semblait trop coûteuse pour votre statut, ce n'était pas une question de goût, mais de droit. Cela entraînait une amende, la confiscation des biens, parfois même une humiliation publique. Le premier aspect important du mythe concerne les classes sociales. Les récits tardifs aiment à dire qu'au Moyen Âge, tout se voit immédiatement au visage et que chacun connaît sa place. Il est facile d'en conclure qu'aucune loi sur l'habillement n'était nécessaire. Les documents racontent une autre histoire. Dans les villes, on voit se développer des groupes de personnes qui n'appartiennent officiellement ni à l'ancienne noblesse ni aux pauvres. Riches marchands, usuriers, artisans prospères, fonctionnaires, médecins, notaires, des adultes avec de l'argent, des ambitions et le désir de montrer leur réussite matérielle. Ils achètent de la soie, des fourrures, du drap fin, commandent à des tailleurs des modèles inspirés de la mode de la cour. Au niveau du tissu, leur corps commence à parler un langage qui n'était auparavant accessible qu'aux personnes de sang noble. Et c'est précisément à ce moment-là que le pouvoir sort sa plume. Dans les ordonnances de différentes villes, on peut voir des listes presque comiques de détails: qui a le droit de porter de la fourrure d'hermine, qui peut porter uniquement de la fourrure moins chère, qui n'a pas le droit de porter de bordures en fourrure. Quelle longueur peut avoir la traîne d'une robe féminine en fonction des revenus du mari? Quelle nuance de rouge ou de bleu les citadins d'un certain rang peuvent-ils s'autoriser? Dans certains endroits, les roturiers n'ont pas le droit de porter des broderies en or et en argent, de grosses perles,
des manches trop larges. Il ne s'agit pas de modestie en soi. Ce qui irrite le plus, c'est la capacité des riches citadins à ressembler à ceux qui participent à la gestion de l'État. La deuxième ligne est l'idée que ces lois ne concernaient que les hauts placés et ne s'appliquaient jamais aux adultes ordinaires. En réalité, c'est la classe moyenne qui est visée. Un paysan vêtu de vêtements grossiers fait rarement l'objet de discussions. La noblesse est déjà protégée par des règles tacites. Personne ne viendra confisquer le manteau pourpre d'un comte. En revanche, un citadin adulte qui a réussi à vendre du grain ou des tissus au cours d'une saison et qui a décidé d'utiliser cet argent pour s'offrir un nouveau manteau doublé de fourrures coûteuses se retrouve immédiatement en situation de risque. Les procès-verbaux de confiscation rapportent tous la même scène. Tel artisan ou marchand a été trouvé en possession de bijoux interdits et de vêtements ne correspondant pas à son statut. Les exécutants de ces normes ne sont pas des moines moralistes abstraits, mais des magistrats municipaux, parfois spécialement désignés comme inspecteurs des vêtements. Ils sont chargés de parcourir les rues, les jours de fête, de se tenir à l'entrée des églises, d'observer les cortèges nuptiaux et les foires. Là où le corps est particulièrement ostentatoire, le contrôle est également présent. Dans certaines villes, les statuts prescrivent d'effectuer des rondes pendant les grandes fêtes religieuses. La foule est vêtue de ses plus beaux atours, et c'est précisément ces jours-là que l'on constate le plus d'infractions. Les registres des amendes se remplissent alors d'inscriptions concernant des hommes et des femmes adultes vêtus trop richement, de manière excessive, de manière inappropriée. Cependant, la rhétorique formelle des lois masque souvent les motivations réelles. Dans les préambules des ordonnances, on peut lire que le luxe excessif conduit à la décadence des mœurs, corrompt la jeunesse et attise la jalousie des pauvres. On y dit également que l'abondance de soie, de broderies dorées et de bijoux chez les simples citadins provoque la colère des cieux. Mais lorsque ces mêmes autorités discutent des finances lors de conseils à huis clos, les documents révèlent une autre préoccupation. L'importation de tissus et de bijoux coûteux entraîne une fuite d'argent et d'or, et le luxe des citadins menace la distance visible entre eux et l'élite héréditaire. Le corps du citoyen devient le terrain d'affrontement entre l'économie et la politique. Plus il est voyant, plus il inquiète ceux qui ont l'habitude de se démarquer. Le troisième volet du mythe concerne l'efficacité totale de ces lois. Il est facile d'imaginer qu'une seule ordonnance a transformé toute la ville en un tableau harmonieux où chaque adulte a instantanément cessé de porter des vêtements interdits. En réalité, les registres des amendes montrent à quelle fréquence les mêmes noms reviennent d'année en année. Les gens paient, discutent, tentent de négocier, cachent les articles coûteux sous leur manteau, ne portent les tissus interdits qu'à la maison ou parmi ceux qui ne les dénonceront pas. Dans certains cas, il est évident que tout ne peut pas être confisqué. Les représentants des autorités ne décrivent que ce qu'ils ont eu le temps de remarquer. La résistance quotidienne rend le système poreux, mais n'annule pas son effet principal. Même si aucune sanction n'est prononcée, chaque adulte de la ville sait que ces vêtements peuvent être utilisés comme prétexte pour engager des poursuites. La pression exercée sur les femmes, issues des classes aisées, est particulièrement visible. Les lois sur le luxe sont rarement formulées ainsi, mais dans la pratique, ce sont précisément les corps des femmes qui deviennent le principal panneau publicitaire du statut familial. Les statuts contiennent des articles sur la longueur et la largeur des manches des femmes adultes, sur le nombre de bijoux sur la tête, sur le volume autorisé d'une ceinture décorée. Les coiffes trop somptueuses, certains types de voiles, les tissus coûteux au-delà de certaines catégories sociales sont interdits. Il s'agit en fait d'une tentative de contrôler la manière dont la famille affiche sa richesse à travers les vêtements des femmes. La fille, la femme, la sœur deviennent les porteuses d'un code que les fonctionnaires tentent de restreindre. Dans le même temps, les villes elles-mêmes
dépendent économiquement du commerce des tissus, du travail des tailleurs, des teinturiers et des brodeurs. Les interdictions détaillées, concernant la soie et les couleurs vives, s'accompagnent d'une préoccupation pour que la production urbaine ne souffre pas. Parfois, les lois n'interdisent pas le matériau lui-même, mais en limitent l'utilisation. Par exemple, la soie ne peut être portée que sous forme de doublure et non de tissu extérieur ou seulement sur certaines parties des vêtements. Ce compromis montre que l'objectif n'était pas l'ascèse totale, mais la répartition équitable du luxe visible. La soie, cachée à l'intérieur de l'ourlet, continue de rapporter de l'argent aux commerçants, mais ne se remarque pas dans la rue. Les dénonciations jouent un rôle important dans ce système. Comme dans l'histoire des hérésies ou de la garde de nuit, le pouvoir n'est pas en mesure de tout voir et s'appuie donc sur les yeux des citoyens. Un voisin peut signaler que la femme d'un artisan se rend au marché vêtue d'une couleur interdite ou avec des bijoux inaccessibles à leurs revenus. Un concurrent peut dénoncer un marchand qui a habillé ses serviteurs d'un tissu réservé à l'élite. Les plaintes soulignent non seulement l'aspect moral, mais aussi la menace pour l'ordre public. Si les gens du peuple commencent à s'habiller comme bon leur semble, qui respectera les lois et la hiérarchie? Ainsi, la jalousie personnelle et les tensions entre les classes se transforment en une lutte officielle contre le luxe excessif. Dans certaines régions, les lois sur l'habillement ont rapidement perdu leur raison d'être. Dans d'autres, elles se répètent pendant des décennies, devenant à chaque fois de plus en plus désespérées. Cela se voit dans la formulation. D'abord, une demande polie aux citoyens adultes de modérer leur luxe, puis des instructions plus concrètes, suivies de menaces de lourdes amendes, de confiscation de vêtements et de privation du droit d'assister aux fêtes municipales. À la fin du Moyen Âge, certaines villes vont jusqu'à tenter de réglementer la couleur des lacets et des rivets. Un tel niveau de détail témoigne en soi de l'inefficacité des lois. Si les gens s'y étaient conformés dès le début, autant de précisions n'auraient pas été nécessaires. Tout cela est particulièrement intéressant à la lumière des textes religieux. Les sermons et les enseignements condamnent souvent le luxe en tant que tel. Les prêtres affirment que les vêtements coûteux détournent l'attention du salut de l'âme, suscitent l'envie et l'orgueil, et poussent les adultes à dépenser leur argent pour leur apparence plutôt que pour aider les pauvres. Mais lorsqu'il s'agit de conflits concrets autour des vêtements, l'Église adopte une position ambivalente. D'un côté, les moines et les prédicateurs soutiennent les restrictions lorsqu'il s'agit d'imiter de manière inconvenante la noblesse. D'autre part, leurs archives montrent des cadeaux offerts par de riches citadins sous forme de tissus coûteux et de vêtements brodés. La soie, interdite pour le corps d'un particulier, est volontiers acceptée comme un investissement dans le prestige du temple. Le mythe selon lequel les lois somptuaires n'étaient que le fruit de l'imagination de moralistes fanatiques ne résiste pas à l'examen des budgets municipaux. Les amendes pour violation des règles vestimentaires constituent une part importante des revenus à certaines périodes. Dans les rapports des trésoriers, on peut voir des lignes distinctes: amendes pour luxe vestimentaire, confiscation de bijoux. Le pouvoir a appris à transformer le désir des gens de paraître mieux en une source stable de revenus. Un corps trop bien habillé n'est pas seulement un objet d'irritation, mais aussi un portefeuille ambulant. La soie et la fourrure, portées par les mauvaises personnes et au mauvais endroit, deviennent la preuve matérielle qu'une personne est prête à payer pour avoir le droit d'enfreindre la norme. Les tentatives de contournement du système constituent un sujet à part. Les couturières et les tailleurs deviennent des intermédiaires entre la loi et le désir. Ils choisissent des modèles qui ne violent pas formellement l'interdiction. Ils réduisent légèrement la largeur des manches, raccourcissent la traîne de quelques centimètres, utilisent des tissus moins chers, mais les imprègnent de manière à ce qu'ils brillent presque comme de la soie. Dans les affaires d'infraction, on trouve parfois des artisans accusés d'avoir sciemment aidé des clients adultes à contourner la loi.
Mais la plupart du temps, les autorités ne s'attaquent pas à eux, mais à ceux qui affichent le résultat dans la rue. En période de crise politique et économique, la lutte contre le luxe ostentatoire s'intensifie. Lorsque la guerre ou une épidémie épuise les ressources, les élites réagissent de manière particulièrement douloureuse à tout signe d'excès chez ceux qui ont un statut inférieur. Des interdictions temporaires sont alors imposées sur les fêtes, les mariages somptueux et les nouvelles tenues coûteuses. Officiellement, cela s'explique par le fait que les temps exigent de la modestie et des sacrifices communs. Officieusement, c'est parce que le luxe ostentatoire des mauvaises personnes sape le respect envers le pouvoir, incapable de conserver le monopole du beau. Cependant, il est impossible d'effacer complètement le désir des gens de se parer. Même les règlements les plus stricts laissent une marge de manœuvre. La couleur de la ceinture, la qualité du lin, la précision de la coupe, la broderie avec des fils bon marché. Les procès-verbaux de confiscation mentionnent rarement le travail nécessaire pour broder un motif ou ajuster un tissu lourd à la silhouette. Le pouvoir ne voit que la valeur matérielle et le code social. La vie investie dans chaque point de couture n'entre pas dans les calculs juridiques. Si l'on rassemble les ordonnances sur les vêtements, les procès-verbaux de confiscation, les plaintes et les dénonciations, un tableau inhabituel se dessine. La ville médiévale n'apparaît plus comme une foule bigarrée en costumes pittoresques, ni comme un fond gris pour les chevaliers. Elle ressemble plutôt à un système complexe de signaux où chaque adulte qui sort dans la rue porte simultanément trois choses: son corps, ses vêtements et sa catégorie juridique. Tout écart entre ces trois éléments devient un motif d'intervention. Entre les légendes sur la pauvreté totale et les contes sur le luxe illimité des époques passées, il existe une couche documentaire subtile mais stable. Dans celle-ci, la soie, le velours, la fourrure, les couleurs vives ne sont pas seulement des matériaux destinés à la beauté, mais des outils que le pouvoir tente de répartir entre les différentes couches de la société. La soie interdite n'est pas une métaphore du caprice sauvage du législateur, mais un terme technologique de contrôle. Si vous n'appartenez pas à ceux qui ont le droit de briller, n'osez pas transformer votre corps en leur reflet. Le plus sombre dans cette histoire, ce ne sont même pas les scènes isolées de confiscation ou d'amende publique. C'est la rapidité avec laquelle les gens s'habituent à se voir à travers le prisme du règlement. Dans les lettres urbaines, on trouve parfois des phrases indiquant qu'il ne convient pas à quelqu'un de porter tel ou tel tissu, même si la loi ne l'interdit pas directement. Les citadins adultes s'imposent volontairement un réseau invisible de normes, car il est trop difficile et dangereux de vivre en conflit permanent avec celui-ci. En conséquence, le corps devient un lieu où l'individu apprend à se priver à l'avance afin d'éviter toute punition. Et c'est peut-être un outil de contrôle bien plus puissant que n'importe quelle ordonnance interdisant la soie.